Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire de French Morning. On a la chance de recevoir Olivier Sureau, qui est donc partenaire de Jet Fiducial, qui est évidemment un éminent spécialiste des questions qui nous concernent aujourd'hui. Et on va parler vos actifs financiers à l'étranger, si vous êtes résident fiscaux américain, si vous avez des déclarations à faire ici et également des actifs en France. Pour ce qui nous concerne, évidemment, bien, il y a énormément de règles à appliquer. C'est assez compliqué, ça va être parfois un peu technique, mais Olivier a l'habitude de nous expliquer ça dans des termes que même moi, je comprends. Donc, on va essayer de vous aider pendant 1 heure, à la fois pour vous expliquer ce qu'il faut déclarer, ces règles, de vous donner des exemples concrets, et puis aussi, évidemment, ce qu'il faut faire si vous avez oublié certaines déclarations. Il y a des procédures à respecter pour se régulariser. On va parler de tout ça. On aura des questions, un peu de temps à la fin. Vous êtes nombreux, beaucoup d'inscrits aujourd'hui, donc on prendra autant de questions que possible. Mais évidemment, je vous encourage par la suite à continuer à rester en contact avec Olivier, à le contacter pour continuer la conversation et avoir son expertise. Donc, on essaiera de garder une vingtaine de minutes à la fin pour vos questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire, à lever la main également pour en poser. Voilà, l'introduction étant faite. Olivier, merci encore beaucoup d'avoir pris le temps et d'être ici pour 1 heure pour discuter de ces problématiques qui sont souvent des casse-têtes pour les Français qui doivent faire leur déclaration d'impôt, c'est-à-dire tout le monde ici. Et je vous laisse commencer. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde. Donc je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous mettre à l'écran notre petit slide. Alors, je vais juste essayer de voir pour mettre en plein écran. Voilà. Donc, désolé, je vais vous remettre au début. Désolé, je vous remets un petit peu. Je ne vous ai pas mis dès le départ. Alors, donc on va parler aujourd'hui de la déclaration donc des actifs financiers. Comme l'a évoqué Emmanuel, je vais dérouler ma présentation. Gardez bien vos questions de votre côté. C'est assez dense, donc je vais essayer d'être le plus clair possible en mettant à essayer de ne pas trop vous m'arrêter sur une slide par rapport à une autre, puisqu'en fait, il y a pas mal de contenu. Je vais essayer quand même de vous évoquer la plupart des problématiques que l'on rencontre quand on a des actifs financiers, parce que souvent on a des a priori ou des mauvaises interprétations, donc il faut les comprendre d'abord et savoir un petit peu comment se régulariser. Donc dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de la réglementation fiscale qui s'applique au niveau de ces actifs financiers, puis de voir dans un second temps comment pouvoir se régulariser si vous n'êtes pas aujourd'hui en règle par rapport aux applications que je vais vous évoquer, sachant bien évidemment, et toujours le petit nota bene, je vous l'indique, les lois fiscales changent constamment, surtout en ce moment, encore plus qu'ailleurs, y compris les déclarations des actifs financiers et les programmes de régularisation de l'IRS, de l'administration fiscale américaine. Donc, n'hésitez pas à consulter aussi, soit à nous consulter, soit à consulter vos conseillers pour voir si toutes ces situations s'appliquent de votre côté. Donc, quand on parle d'actifs financiers, déjà, à qui ça s'adresse, à qui on s'adresse, Emmanuel l'a dit en introduction, on a dit pour les résidents fiscaux américains. Et là, c'est souvent le premier a priori qu'on a, c'est sur la définition de résidence fiscale américaine. Il faut savoir qu'il y a 2 grands concepts aux États-Unis quand on définit un résident fiscal américain. Le premier concept, il repose un petit peu sur son statut, je dirais, d'immigration, c'est-à-dire soit on est citoyen américain, soit on possède une carte verte, et en règle générale, en tout cas pour un citoyen américain, c'est ce qu'on appelle le principe de saving clause, on est considéré résident fiscal américain, peu importe où on habite dans le monde, on peut habiter en France, en Suisse, au Japon, si on est citoyen américain, et dans certains cas, si on a la carte verte, le fisc américain nous considère résidents fiscaux américains, peu importe le nombre de jours passés sur le sol américain. Je peux passer aucun jour sur le sol américain, mais je serai résident fiscal américain puisque je suis titulaire du passeport américain. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'y a que 2 pays dans le monde à pratiquer cette règle, à pratiquer sur le critère de citoyenneté le principe de résidence fiscale. Donc, le premier pays, c'est les États-Unis, et le deuxième pays, c'est l'Érythrée.
hein. Même la France, par exemple, ne l'applique pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très rare et c'est basé sur le concept de on a le passeport américain, entre guillemets, ça se mérite, donc on est redevable de ses impôts, peu importe où on habite dans le monde. Donc, bien comprendre que si on est citoyen américain en carte verte, je suis obligé de reporter mes actifs financiers. On verra dans quelles circonstances. Et c'est ce qu'on appelle, je dois respecter la compliance. La compliance, c'est très, très lourd aux États-Unis. Souvent, quand on vient de France, on pense que tout va être plus simple. Mais quand on arrive aux États-Unis, on se rend compte que la France n'est pas forcément le pays le plus compliqué en termes de reporting et de déclaration fiscale. Donc, il faut bien faire attention à cette première notion. Deuxième notion de résidence fiscale, elle ne se repose pas du tout sur le critère d'immigration, elle se repose sur un principe de présence physique. Hein, c'est-à-dire que peu importe que je viens aux États-Unis avec un visa de travail ou même en touriste, j'aurais tendance à dire, à partir du moment où je dépasse 183 jours, je suis résident fiscal américain. Sachant que cette règle des 183 jours, elle est beaucoup plus subtile qu'elle peut l'être, par exemple, en France, ou un des critères de présence physique. C'est-à-dire qu'en France, on va regarder 183 jours sur l'année. Le fisc américain va prendre le nombre de jours qu'on a passé sur l'année en cours, donc on va dire 2021, va y rajouter un tiers du nombre de jours qu'on a passé au cours de l'année 2020 et un sixième du nombre de jours passés au cours de l'année 2019. Si cette somme, on rajoute les jours à chaque fois, hein, si cette somme fait 183, je suis résident fiscal américain. Donc, quelqu'un qui passe en moyenne 4 mois par an est résident fiscal américain. Donc, attention, on a souvent ce qu'on appelle, par exemple, ici, moi là, je suis basé en ce moment en Floride, on a souvent ce qu'on appelle les snowbirds en Floride. Ce sont des gens qui viennent passer tout l'hiver en Floride, en temps normal. Et ben, ces gens arrivent au mois de novembre, ils repartent en général au mois d'avril-mai, parce que l'hiver est long au Canada. Et bien, ces gens, sans savoir, ils sont résidents fiscaux américains parce qu'en moyenne, par an, ils passent 5 mois aux États-Unis. Et bien évidemment, il faut savoir que l'immigration américaine, hein, quand on rentre sur le territoire américain, on est capable de tracer vos entrées. Et les fichiers, hein, depuis quelques années, entre ce qu'on appelle l'immigration américaine et la fiscalité, le fisc américain sont croisés. À une époque, c'était 2 fichiers séparés. Maintenant, c'est croisé. Donc, ne pensez pas que si vous venez régulièrement aux États-Unis et que vous êtes à plus de 6 mois, que vous échapperez à la règle de résidence fiscale, puisque, bien évidemment, le fisc américain le sera. Après, on a des conventions fiscales, on a des règles internes qui nous permettent de demander des limites à l'exception d'être résident fiscal, mais une personne qui passe plus de 183 jours au cours d'une année considérée aura l'obligation de reporter ses actifs financiers auprès du fisc américain. Important de savoir, hein, peu importe, hein, bien comprendre que je peux être considéré comme non-immigrant d'un point de vue d'immigration, mais fiscalement, je serai résident fiscal américain. J'ai tout le temps, même encore aujourd'hui, des gens qui continuent à dire non, je ne suis pas résident fiscal, je suis en visa. Donc, par contre, quand j'aurai ma carte verte, je serai résident fiscal. Non, non, vous êtes déjà résident fiscal américain parce que vous vivez aux États-Unis. Donc, attention à ce principe-là. Donc, deux notions maintenant qu'il faut connaître quand on parle d'actifs financiers. Je vais commencer par la FATCA parce que ça a été un petit peu l'élément déclencheur. Beaucoup de gens se sont rendus compte, tiens, je ne savais pas qu'il fallait déclarer ses comptes en banque, alors qu'il y avait des formulaires qui existaient déjà auparavant. Et la FATCA, hein, c'est un accord qui a été, c'est une loi qui a été mise en place par le président Obama à l'époque, en 2010, hein, dans le cadre du AIR Act, et qui dit le principe suivant: il oblige les banques et les établissements du monde entier de transmettre de façon automatique, et j'insiste sur le principe de façon automatique, ce n'est pas sur demande, hein, c'est de façon automatique à l'administration fiscale américaine un certain nombre d'informations sur les revenus et les actifs que possèdent les résidents fiscaux américains dans des comptes en banque à l'étranger. Et la difficulté de cette loi FATCA est considérée comme étant résident fiscal américain au regard de la loi FATCA toute personne qui n'habite pas aux États-Unis. Vous imaginez la complexité pour une banque, c'est pour ça qu'aujourd'hui les banques sont très frileuses dès qu'elles ont un petit suspicion d'information que la personne pourrait être résident fiscal, parce que c'est à la banque de prouver au fisc américain que son client n'est pas résident fiscal américain, et non pas l'inverse. Donc la charge de la preuve est inversée, et c'est toute la difficulté dans la FATCA pour les banques, c'est que ça impose une lourdeur administrative, et dès qu'une banque a une suspicion, c'est là où elle ne veut pas prendre de risque, et souvent dit aux clients, on ne peut pas vous accepter parce qu'elles ont une appréhension et un formalisme à respecter. Donc, bien comprendre cela. Donc, cette loi a été mise en place par l'administration Obama, et chaque pays a conclu un accord dans le cadre de FATCA. La France en fait partie. Il y a plein de pays qui l'ont signé, hein. La plupart des pays asiatiques, la Suisse, le Luxembourg. Mais la France, de son côté, a signé l'accord FATCA, hein, le 14 novembre 2013, et qui a été en application depuis le 1er janvier 2015.
Cet accord FATCA prévoyait un principe de réciprocité. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, les Européens refusaient en fait la FATCA, puisqu'ils disaient ben non, on n'est pas d'accord de vous donner des informations sur des résidents, sur des gens qui ont des comptes en banque en Europe. Suite à ça, l'Europe est revenue vers le fisc américain en disant bah, OK, on est d'accord si vous nous donnez les mêmes informations. Hein, si vous avez chez vous, aux États-Unis, des résidents européens qui ont des comptes en banque, ben dans ce cas-là, vous nous donnerez. L'administration américaine a accepté. Par contre, elle leur a dit il faut qu'on fasse voter cela au Congrès. Ça n'a jamais été voté au Congrès. Donc aujourd'hui, on a une FATCA. C'est ce qui pose aussi beaucoup de tensions avec l'Europe, notamment. C'est que la FATCA existe et impose des grosses lourdeurs aux banques européennes, enfin étrangères de façon générale, mais il n'y a pas de principe de réciprocité. C'est-à-dire que vous allez parler de la FATCA à votre banquier américain, il ne sera pas, puisqu'en fait, la réciprocité n'a pas été encore appliquée à ce jour. Ça changera peut-être, mais elle n'a pas été appliquée à ce jour. Donc, il faut savoir que 113 pays ont signé cet accord, hein, l'accord des États-Unis, l'accord de FATCA. Faites bien attention. Première source d'erreur qu'on a souvent tendance à commettre, c'est la loi FATCA pour les banques et la loi FATCA pour nous, résidents fiscaux américains contribuables. La loi FATCA pour les banques, ce sont les accords qui ont été conclus entre les gouvernements et le fisc américain qui régissent les obligations des banques. Et après, en droit interne, on a la loi FATCA pour nous, je vais vous en parler après, qui nous donne des obligations à nous dans le cadre de la loi FATCA. Donc, de ne pas confondre les deux, je vais vous expliquer après pourquoi, parce que c'est important, notamment dans le terme de reporting. Donc, j'ai évoqué principe de réciprocité, déclaration automatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a une cellule à Bercy, en France, hein, qui regroupe toutes les informations des données bancaires. C'est chaque banque française remonte ces informations à une cellule dédiée au ministère de l'économie à Bercy, qui lui envoie de façon automatique, tous les ans, à l'administration fiscale américaine, toutes les données. J'insiste bien de façon automatique. Alors, il y a des plafonds. Hein. En général, c'est dès lors qu'on dépasse 50 000 $ de compte en banque placés, enfin, quand je dis placés, enfin, peu importe, déposés dans une banque française. Sachant que dans le cadre de l'obligation des banques, les banques, à ce jour, je dis bien ce jour, n'ont pas l'obligation encore pour certains livrets et certains plans d'épargne d'envoyer ces informations au fisc américain. Mais attention, c'est les banques qui n'en ont pas l'obligation. Je parlerai de notre obligation à nous, qui est toujours de déclarer ces actifs financiers. Donc là aussi, attention à ne pas confondre. Bien évidemment, les banques nous demandent et vous demandent certainement déjà aujourd'hui de remplir un formulaire W9 hein, pour certifier vos résidences fiscales, votre résidence fiscale américaine. Vous allez à ce moment-là donner vos informations sur vos numéros de sécurité sociale au fisc américain. Et avec ces données-là, les banques vont envoyer les données de façon annuelle, hein, donc en fonction des plafonds. Il faut savoir que quand on a plus d'1 million de dollars en général dans une banque, les banques ont l'obligation d'envoyer toutes les transactions effectuées au cours de l'année au fisc américain. Quand je dis les banques françaises, enfin étrangères, qui ont signé l'accord FATCA. Et dès qu'on a plus de 50 000 $, c'est limité à la balance qui est détenue en fin d'année. Donc, les premières transmissions ont été envoyées par le gouvernement français depuis septembre 2015. Il faut savoir que c'est tellement lourd que le fisc américain est toujours en train de traiter les premières données. Hein. C'est très, très lourd. Donc, beaucoup de gens disent « Ah, ben, je ne sais pas, ça va, je n'ai pas eu de nouvelles du fisc américain. » Il faut faire attention parce que ça peut venir, ça peut toujours venir, parce que informatiquement, c'est très lourd. Maintenant, ça, c'est l'obligation des banques. Hein. J'ai bien expliqué. Maintenant, la loi FATCA pour nous, en tant que résidents fiscaux américains, elle est la suivante. Il y a un formulaire qui existe aux États-Unis, un formulaire fiscal qui a été mis en place par l'administration Obama, qui est le formulaire 8938. Dès lors que nous, résidents fiscaux américains, nous détenons plus, alors soit dans le cas d'un couple marié, il y a plusieurs limites, mais il faut retenir 100 000 $, plus de 100 000 $ d'actifs financiers en dehors des États-Unis, ou alors 50 000 $ quand on est célibataire. Dès lors que cette somme-là dépasse ces critères-là, nous avons l'obligation, 1, de remplir le formulaire 8938 et 2, d'indiquer tous ces actifs financiers. Qu'est-ce qu'on entend par actifs financiers? Dans le cas de la FATCA, je vous parlerai après du FBAR, qui est un autre formulaire. Dans le cas de ce formulaire 8938, la définition, c'est tout actif financier. Ça va être les comptes en banque, les prêts que j'ai pu effectuer, même des prêts familiaux. J'ai pu prêter, par exemple, à mon frère, à mes parents vivant en France. J'ai effectué un prêt. C'est un actif financier, puisque c'est un prêt. Ça peut être des plans d'épargne d'entreprise, on en parlera tout à l'heure, des comptes courants, des prêts que j'ai effectués dans des sociétés, des plans de retraite, bien comprendre que dans le cas de la FATCA, nous devons déclarer nos plans de retraite étrangers, des assurances vie, on en parlera tout à l'heure également. Donc, c'est vraiment la somme de tous ces actifs financiers. Ce n'est pas forcément des actifs détenus dans une banque, ce sont
tout actif financier qu'on détient à titre personnel ou dans une banque que l'on doit déclarer. Les pénalités, elles sont les suivantes. Elles sont de 10 000 $ par année, sachant que la prescription pour ce type de formulaire par l'administration fiscale américaine est de 3 ans pour le formulaire FATCA. Bien évidemment, il y a des pénalités fiscales également, parce que les 10 000 $, ce sont des pénalités civiles. C'est important, le principe de pénalité civile, parce que c'est très lourd, cela. Il y a des pénalités fiscales qui correspondent aux revenus, éventuellement aux pénalités sur les taxes correspondant aux revenus qu'on a déclarés. Ça peut aller jusqu'à 40% de pénalité sur l'impôt qui provient des revenus qui n'ont pas été déclarés. Et bien évidemment, comme tout, toujours, pénalité éventuellement criminelle s'il y a eu l'évasion fiscale. Ça, c'est le formulaire FATCA qui existe et qui a été mis en place en 2011. Il y a un autre formulaire qui est le formulaire FBAR. Ce formulaire-là, il a quasiment toujours existé. Beaucoup de gens, pareil, l'ont découvert dans le cadre de la FATCA, mais il a toujours existé, ce formulaire. C'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, qui est un département spécial au niveau du fisc américain, qui est un département séparé. On entend souvent parler de ce département, c'est le FinCEN, et donc c'est dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ce formulaire FBAR, il se met en route et il est beaucoup plus bas dès lors que la somme des balances maximales des comptes bancaires que l'on détient à l'étranger, là j'insiste, je ne parle plus d'actifs financiers, c'est des comptes bancaires, donc de l'argent placé dans une banque, dès lors que cette somme dépasse 10 000 $, je dois déclarer chaque compte. Mais attention, la particularité, c'est le principe de balance maximale. Vous pouvez être dans une situation où vous dites, tiens, j'ai 2 comptes en banque, j'ai 6 000 dans chacun des 2 comptes, vous pourrez dire, je suis en dessous de 10 000, je n'ai pas de FATCA, j'ai pas d'FBAR à faire. Sauf que, si en cours d'année, vous avez fait des transferts de compte à compte de 6 000 $ dans l'un des 2 comptes, on va vous dire, balance maximale sur le compte 1, c'est 6 000, balance maximale sur le compte 2, c'est 6 000, ça fait 12 000. Alors que même physiquement, vous avez que 6 000 $ en tout, ça fait 12 000. Donc, bien faire attention, souvent, beaucoup de gens doivent faire le formulaire FBAR, mais pensent qu'il ne faut pas le faire parce qu'ils disent non, mais tous mes comptes sont à moins de 10 000, sauf qu'on va tracer vos virements. Et bien évidemment, quand on parle de compte en banque, c'est tout l'argent qui est placé dans une institution financière. Ça peut être des comptes en banque, ça peut être des assurances vie, ça peut être des brokerage accounts, des plans d'épargne action, ça peut être des plans d'épargne entreprise. Dès lors qu'elles sont placées dans une institution financière, c'est un compte bancaire, c'est un compte de brokerage, un compte financier, et il faut faire ces déclarations. Attention également quand on a des procurations. Vous avez la procuration sur les comptes de vos parents, sur les comptes de vos enfants. Vous êtes signataire d'un compte en banque dans une société ou dans une société que vous détenez à plus de 50%, ça rentre dans ces obligations fiscales. Donc, bien faire attention à cela. La difficulté dans ce cas de formulaire FBAR, ce n'est pas le formulaire FATCA dont on entend souvent parler, la FATCA, c'est que de découle la FATCA, les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait le formulaire FBAR, et c'est ce formulaire-là, qui a toujours existé, qui est très pénalisant fiscalement. Parce que les pénalités, elles sont de 2 catégories. Soit le fisc américain va vous considérer de bonne foi. Si l'omission n'est pas intentionnelle, la pénalité en général sera plafonnée de 10 000 $ par compte. Alors, depuis quelques mois, on a eu des cours de caisse qui le plafonnent à 10 000 $ par formulaire, heureusement. Mais en général, la loi fiscale, c'est 10 000 $ par compte. Sachant que la prescription fiscale pour le FBAR, c'est 6 ans. Faites attention, ce n'est pas 3 ans comme le 89-38, comme le FATCA, c'est 6 ans pour le FBAR. Donc, le fisc américain peut remonter jusqu'à 6 années auparavant. Donc, c'est fois 6 à chaque fois. Ça, c'est si vous êtes de bonne foi. Si on vous considère de mauvaise foi, c'est soit 100 000 $, soit 50% de la balance par année d'omission. Donc, en théorie, quelqu'un qui a oublié une assurance vie de 100 000 $, chaque année, ça ferait, si on la considère de mauvaise foi, 50 000 $ de pénalité par an, fois 6, 300 000 $ de pénalité pour quelque chose, on n'a que 100 000 $. Vous voyez un petit peu le principe. On a eu des cours de caisse là aussi, où il a été considéré qu'un abus de droit par l'administration fiscale américaine ou on a demandé à l'administration fiscale américaine à juste ce titre de plafonner à 100% de l'argent qu'il y avait en banque, parce qu'on ne va pas demander plus d'argent que ce qu'il y avait à l'étranger. Mais il faut savoir que la loi interne, elle est faite de cette façon-là. Donc, faites attention, ce formulaire, c'est le plus important, le plus sensitif, comme on dit. La notion de bonne foi, de mauvaise foi, elle est très étroite. C'est l'administration fiscale qui va le décider. Ce n'est pas vous qui avez décidé pour l'administration fiscale américaine. Le « je ne sais pas », c'est très limite. Vous savez qu'aux États-Unis, le « je ne sais pas », ce n'est pas forcément quelque chose, c'est considéré comme qu'on ne sache pas ou qu'on ment. Il y a une frontière qui est très proche. Donc, il faut faire très attention aussi de ce côté-là. Et bien évidemment, on a des pénalités criminelles sur l'évasion fiscale. Beaucoup de gens, moi je dis souvent, des gens comme Al Capone ou autres,
On ne les a pas condamnés pour leurs crimes physiques qu'ils ont commis, on les a condamnés parce qu'ils avaient caché de l'argent à l'étranger, par ce département-là. Hein, les fameux films qu'on voit à l'été, c'est ce département-là, le FinCEN, qui a justement arrêté des gens comme Al Capone, mais même récemment, certaines personnes qui étaient proches d'un précédent président ont été justement, c'est sur ce type de formulaire qu'ils ont été coincés parce qu'ils avaient oublié de déclarer leur actif à l'étranger. C'est comme ça qu'on a été leur demander des comptes, parce qu'en fait, ils étaient en infraction. Il faut bien faire attention. Autre notion à bien appréhender quand on a les actifs financiers, et là aussi, souvent, on a tendance à méconnaître cette notion quand on est ici, c'est la notion de PIFIC. Alors, c'est une notion qui paraît assez complexe, très compliquée en droit fiscal américain. Il faut savoir de façon générale qu'un PIFIC, pour le fisc américain, c'est de l'argent qu'on a placé dans un fonds étranger. Alors, ça peut être sur plusieurs types de placements. Ça peut être, on en parlera après, mais dans un plan d'épargne entreprise, dans des SICA françaises, dans des unités de compte dans une assurance vie. Ça peut être aussi dans une holding familiale, qui est une société passive. Et donc, dès lors qu'on place de l'argent dans un fonds, dans ce type de fonds, le fisc américain pénalise les résidents fiscaux américains, parce qu'en fait, ils ne veulent pas que leurs résidents fiscaux américains, que les résidents américains placent de l'argent dans des fonds, parce qu'ils n'ont pas de visibilité dans les fonds, alors que dans les actions étrangères, ils ne disent pas de problème, et dans des fonds, ils n'aiment pas ça. Et donc, ils pénalisent les résidents fiscaux américains qui placent leur argent dans des fonds. Ils les pénalisent de deux façons. Donc, la première façon, c'est au niveau de la taxation. C'est-à-dire que sur tous les revenus qui sont générés par ces fameux fonds, donc je répète, des SICAV, des OPCVM, des fonds communs de placement, ils vont taxer à la tranche marginale d'imposition qui existe aux États-Unis, au moment de la perception de ce revenu, plus des intérêts annuels, ils vont taxer tous les revenus générés ou les plus-values. Et quand je dis taux marginal, c'est important. Ce n'est pas notre taux marginal à nous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, si j'étais à la tranche marginale de 28%, de 25%, enfin 22% plutôt, et bien le fisc américain va me dire non, non, on ne va pas vous taxer à votre tranche marginale à vous, celle qui existe aux États-Unis, qui est actuellement 37%. Donc là, on va punir déjà sur les revenus générés par ces types de placements. Et en plus, on va imposer un formulaire supplémentaire, en plus du formulaire que j'évoquais tout à l'heure quand on est actifs financiers, le fameux formulaire FATCA, le fameux formulaire FBAR, on va imposer un autre formulaire qui est le formulaire PIFIC, qui est le 8621, qu'il faut déposer chaque année. Si la somme des fonds dépasse 25 000 $ si on est célibataire ou 50 000 $ si on est marié. 2, ou si j'ai touché des distributions, j'ai touché des dividendes, par exemple. Là, il n'y a pas de plafond. Dès lors que je touche des dividendes, il faut que je fasse ce formulaire-là. Et la complexité de ce formulaire-là, je vous évoquais tout à l'heure que le formulaire FATCA 8938, la pénalité était 10 000 $ par année. Donc, c'est pécunier sur 3 ans. Là, on vous dit, dans le formulaire 8621, si vous ne le faites pas, on ne va pas vous pénaliser financièrement. Pas de pénalité de 10 000 $. En revanche, il n'existe plus de prescription fiscale sur l'intégralité de la déclaration fiscale. Ça veut dire que demain, si vous avez oublié de faire ce formulaire-là, et que le fisc américain, pour une raison X ou Y, veut revenir sur votre déclaration fiscale il y a 10 ans, normalement, aux États-Unis, la prescription pour une déclaration sur le revenu, c'est 3 ans. Là, s'il manque ce formulaire, elle va vous dire, je vais pouvoir vous contrôler sur déclaration d'il y a 10 ans, même sur un revenu qui n'a rien à voir avec cela, parce que votre déclaration était incomplète et il manquait ce formulaire-là. Alors, c'est rare qu'on revienne sur 10 ans avant, mais il faut quand même connaître ce risque fiscal si vous ne faites pas ce formulaire-là. Il n'est pas financier, il est au niveau de l'intégralité de votre déclaration fiscale. Autre chose, bien connaître quand on a une assurance vie ou un plan d'épargne d'entreprise. Là aussi, on fait souvent une erreur quand on arrive aux États-Unis. Quand on a une assurance vie française, on vient voir son conseil, son fiscaliste, son avocat, son expert comptable, on lui dit j'ai une assurance, I have an assurance vie. Et on vous dit, what is assurance vie? Et on fait un raccourci, on dit, c'est life insurance. Donc, qu'est-ce que vous dit votre expert comptable américain? Il dit, mais OK, life insurance, it's OK, don't worry, you don't have to report it. If it's the same car for life insurance in US, if it's recognized like in US, you don't have to report any income or anything. Et malheureusement, on fait une erreur de traduction. Une assurance vie française, déjà, par principe, il y a une erreur de terminologie dans l'assurance vie française, pas une assurance vie à proprement parler. Et donc, ce n'est pas une life insurance comme on entend parler aux États-Unis. Donc, pour le fisc américain, une assurance vie, c'est un outil de placement financier. C'est-à-dire que c'est l'argent qu'on place. À un moment donné, on peut retirer cet argent comme on le veut, mais c'est l'argent qu'on place. Donc, souvent, on place dans deux types dans l'assurance vie, soit dans un fonds euro qui génère souvent des intérêts, soit dans des unités de compte. Alors, quand c'est du fonds euro,
on n'a pas, je vous montrerai tout à l'heure, on n'a pas trop de débat. Mais le problème, c'est quand c'est des unités de compte. Donc, faites attention, assurance vie, on va en parler juste après. On va devoir déclarer les actifs financiers de cette assurance vie sur plusieurs formulaires. 2, les revenus générés par cette assurance vie. Ne pensez pas, parce que l'assurance vie française est une assurance vie défiscalisée en France, qu'elle le sera aux États-Unis. C'est pour le fisc américain, c'est comme un portefeuille de placement, c'est un brokerage account. Donc, il faut regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans cette assurance vie pour voir comment je dois être fiscalisé. Donc, bien faire attention. Même chose pour un plan d'épargne d'entreprise. Souvent, quand on arrive aux États-Unis, on a accumulé des plans d'épargne d'entreprise. Là aussi, c'est un outil défiscalisé français. Pour le fisc américain, c'est un outil de placement financier. Je suis résident fiscal américain, redevable de mes impôts sur mes revenus mondiaux. C'est un outil de placement. Je vais devoir regarder à l'intérieur de ce plan d'épargne d'entreprise si c'est un PIFIC ou pas, comment il est placé. Je vais devoir répertorier ce PE dans mes formulaires FBAR, FATCA et 8621 si c'est un PIFIC et taxer les revenus. Même si les revenus sont réinvestis, on touche ces revenus-là. Donc, attention à cette particularité. 2 autres notions qu'il faut bien comprendre également, quand on parle d'actifs financiers, c'est quand on détient des sociétés familiales. Là, souvent, on fait l'erreur. Premier classique, schéma classique, c'est on détient des actions dans une société civile immobilière en France. Société civile immobilière, dès lors que cette société est contrôlée par les membres d'une même famille, même s'ils sont non-résidents, il y a une règle fiscale qui existe aux États-Unis, qui est la Family Attribution Rule, et qui dit qu'une personne, ne serait-ce même si elle détient 2-3% d'une société, donc ce qu'on appelle une Family Partnership, dès lors que la famille contrôle cette société, donc quand on dit contrôle à plus de 50%, c'est comme si le résident fiscal contrôlait cette société. Ça oblige donc le résident à reprendre les états financiers de cette SCI et à le retraduire aux États-Unis sur un formulaire qui s'appelle le 8865. En fait, on vous demande de refaire une IS fiscale à la sauce américaine et de le déposer aux États-Unis. Pareil, plein de gens ne savent pas ça. Et malheureusement, quand on ne le fait pas, si on se fait contrôler, pénalité potentielle 10 000 $ par année de mission. Prescription, 3 ans. Donc potentiellement 30 000 $ de pénalité à effectuer. Donc attention. Autre chose, dans cette SCI, je peux aussi être signataire du compte en banque. Donc attention, je vous évoquais tout à l'heure le formulaire FBAR, le compte en banque. Je peux être signataire d'une SCI, il faut que je répertorie ce compte en banque, si j'ai une signature à cette SCI, au fisc américain. Deuxième cas de figure, là c'était SCI, maintenant c'est une SRL, ou une société qui est à l'IS en France. Une société à l'IS, c'est une société qui paye son propre impôt en France. Donc c'est souvent des SRL, des SS. Pareil, premier cas de figure, ça peut être une société familiale. Là, même principe que j'évoquais tout à l'heure. On va devoir déposer des formulaires 54-71, même si je détiens une minorité dans cette société. Si elle est contrôlée par ma famille, je vais devoir déposer une déclaration fiscale. Risque de pénalité, 10 000 $ par an et par société. Et attention à la notion de contrôle foreign corporation. Si certains d'entre vous, directement, vous détenez plus de 50% des titres d'une société, d'une foreign corporation, donc une société assujettie à l'IS en dehors des États-Unis, vous avez des risques également de fiscalité. C'est-à-dire que le fisc américain, dans le cadre des nouvelles lois fiscales qui ont été conclues depuis 3 ans, peut vous demander de payer, de remonter à hauteur de la quote-part du bénéfice généré par cette entité étrangère, de remonter ce bénéfice sur la déclaration américaine, même si vous n'avez pas touché de dividende. Dans certains cas, ça peut générer une imposition. Donc attention aussi, si certains d'entre vous, vous avez des contrôles foreign corporation, à la compliance. Ça, c'est très important quand on est actif financier à l'étranger. Dernier formulaire que je vais évoquer également pour conclure cette première partie de compliance, c'est le formulaire 3520, aussi qui rentre dans la définition d'actifs financiers. C'est lorsqu'on touche une succession, une donation d'un non-résident fiscal américain. J'ai touché une donation de ma mère, qui est résidente fiscale française, de plus de 100 000 $. La règle, c'est plus de 100 000 $. Je dois déposer chaque année où je perçois une donation, uniquement l'année de perception, c'est pas chaque année c'est uniquement l'année où je touche cette donation qui dépasse 100 000 $, je dois le repartir au fisc américain, pas d'impôt. Comme j'évoquais tout à l'heure, sauf dans le cas où je viens d'évoquer du control foreign corporation, la plupart du temps, je n'ai pas d'impôt à payer, c'est de la compliance, mais si je ne le fais pas, c'est 25% du montant. Vous avez vu comment c'est bête, c'est-à-dire que d'un côté, la donation succession est payée à la source, dans le pays de résidence, donc en France. Donc moi, j'ai juste à dire au fisc américain, j'ai touché tant de donations. Normalement, ça s'arrête là. Mais si je ne le fais pas, ma pénalité potentielle, c'est 25%. Et l'autre problématique, c'est que c'est pareil, dans le même cadre que le formulaire PIFIC, le 8621,
Il n'y a plus de prescription fiscale sur l'ensemble de sa déclaration si ce formulaire est manquant. Donc, attention également à cette partie-là. Donc, des petits exemples avant de parler de la régularisation. Le premier exemple, c'est Chantal qui a une assurance vie en France de 100 000 $. La moitié est placée en fonds euros, la moitié en unité de compte. Donc, Chantal, elle va devoir déclarer ses 100 000 $ dans le formulaire, comme je les évoquais tout à l'heure, FBAR, puisque c'est l'argent placé dans une institution financière, c'est 100 000 $. Dans le formulaire FATCA, 8938. Si, pour la partie unité de compte, comme c'est de l'argent qui est considéré comme placé dans un fonds, parce que ce sont des unités de compte, ce sont des fonds, le fisc américain va me dire c'est du PIFIC. Et donc, à ce titre, vous allez devoir faire le formulaire 8621. Pour tous les revenus qui sont générés dans le fonds euro, la partie fonds euro, ce n'est pas du PIFIC, mais les revenus générés, qui sont des intérêts, je vais devoir les déclarer chaque année dans mon schedule B 1040, ce sont des intérêts. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne les touche pas. Si, ils sont crédités sur votre compte, ils sont peut-être réinvestis, mais vous les touchez, c'est acté, le revenu est dégagé, on ne peut pas vous le retirer. Donc, ces intérêts doivent être déclarés, on doit payer un impôt aux États-Unis. Et pour les revenus issus du portefeuille d'unité de compte, malheureusement, ça va être assujetti au régime, comme j'ai évoqué tout à l'heure, des PIFIC. Donc, si je touche des dividendes ou si je liquide ce portefeuille d'unité de compte, le fisc américain va me taxer à la tranche marginale d'imposition qui existe au moment de la distribution. Donc, aujourd'hui, 37%, demain peut-être 39,6%, donc attention. Et le jour où je liquide la partie de mon fonds euro, potentiellement, je peux avoir aussi des impacts de change, plus ou moins value de change. Là aussi, faites attention à cette problématique-là. Deuxième cas de figure, Martin a des SICAV qui sont placés dans un plan d'épargne d'action pour une valeur de 200 000 $. Comme j'ai dit tout à l'heure, SICAV à PIFIC, malheureusement. D'ailleurs, déjà, je vais devoir faire formulaire 114, pardon. Également, potentiellement, le formulaire 8938, le FATCA, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Martin devra déclarer, malheureusement, ses SICAV comme du PIFIC, donc 8621, et il sera assujetti à une imposition au moment de la liquidation de ses SICAV. Attention à cette partie-là également, soit au moment de la liquidation des SICAV, ou soit au fur et à mesure qu'il va toucher les dividendes provenant de ces SICAV. Exemple 3, Paul qui a un plan de retraite. Plan de retraite en France, je l'ai dit tout à l'heure, ça rentre dans le cadre de la définition de la FATCA. C'est un actif financier. Donc, normalement, chaque année, je dois déclarer la valeur de mon plan de retraite que je possède à l'étranger sur mon formulaire 8938. Alors, de façon générale, en règle générale, on ne connaît pas la valeur de ce plan. Donc, le fisc américain va vous dire, soit vous indiquez le montant des contributions annuelles, soit vous indiquez le montant des distributions annuelles. Donc, quand je dis contribution, c'est quand vous mettez l'argent dans le plan. Distribution, c'est quand vous êtes à la retraite, vous touchez de l'argent. Ou à défaut, si vous n'avez aucune de ces informations, vous mettrez 0. Il faudra au moins indiquer que vous avez des plans de retraite à l'étranger sur le formulaire 8938 FATCA. Attention, je pars toujours du principe que je dépasse les plafonds de déclaration du FATCA. Si je suis marié au-dessus de 100 000 $, donc tous mes actifs financiers sont à plus de 100 000 $. Je pars toujours de ce principe-là que je suis dans les règles de déclaration. Laura, elle a des parts d'une SCI, elle a 10% d'une SCI qui sont détenues par ses parents, pour le reste à hauteur de 90%. Je les ai évoqués tout à l'heure. Family Attribution Rule. Laura détient le contrôle de cette entité étrangère. Elle va devoir déclarer le formulaire 8865, donc reprendre les états financiers de la société française et retraduire en fiscalité américaine. Éventuellement, elle va remonter une quote-part du bénéfice parce que les SCI sont transparentes fiscalement, n'oubliez pas. Donc, on ne sera pas taxé 2 fois. On aura uniquement, éventuellement, si la tranche d'imposition est supérieure à ce qu'on a payé en France, un complément d'impôt à payer aux États-Unis. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Laura, si elle a la signature du compte en banque de cette SCI, elle va devoir déclarer ce compte en banque sur son formulaire 114. Céline a un portefeuille d'actions de Peugeot à la Société Générale, donc auprès d'une banque, d'une valeur de 75 000 $. Donc, Céline va devoir déclarer, j'ai évoqué tout à l'heure, formulaire FBAR, puisque c'est placé dans une banque, même si c'est un portefeuille d'actions. Deuxièmement, 8938, formulaire FATCA, toujours la valeur maximale qu'il faut déclarer. Elle devra également remonter les dividendes chaque année, si elle en touche, et les plus et moins values. Là, on n'est pas au régime du PIFIC. Là, on est au régime des dividendes, ce qu'on appelle les qualified dividendes américains, 23 points %, et les régimes des plus et moins values, 23 points % si ça a plus d'un an, puisque ce sont des actions normales, classiques, même si c'est à l'étranger. Pour le fisc américain, ça va. Ce n'est pas du PIFIC, c'est des actions classiques. Le problème se pose au moment où vous avez de l'argent placé dans des fonds. Donc, attention également à l'implication, à l'impact. J'évoquais aussi tout à l'heure des taux de change. Toujours dans chaque transaction que vous faites, il faut toujours transférer au cours historique. Donc, on peut avoir des plus et moins values de change
quand on a des opérations réalisées dans une monnaie différente de sa monnaie de résidence fiscale, qui est le dollar. Dernier exemple, Denis qui reçoit une donation de sa mère de 200 000 $. Donc, c'est plus de 100 000 $. Donc, Denis va devoir reporter sur le formulaire 3520 la déclaration, le montant reçu de sa mère. Et attention, si avant cela, Denis avait moins de 10 000 $ en balance maximale sur ses comptes en banque, il n'y avait pas de problème. Mais attention, si Denis a reçu 200 000 $ sur son compte français et qu'il a renvoyé le même jour ou le lendemain sur son compte américain, sa balance maximale était à 200 000 $. Donc, du coup, il va se retrouver à devoir déclarer cette balance dans son formulaire FBAR et son formulaire FATCA. Là aussi, attention aux conséquences fiscales. Donc, tout ça pour dire, c'est comment on va se régulariser aux États-Unis. Parce que souvent, bien évidemment, quand on arrive aux États-Unis, on ne connaît pas forcément toutes ces règles, c'est compliqué. Et donc, du coup, on se dit, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour me régulariser? Il y a 2 grands programmes, entre guillemets, qui existent. Le premier programme, qui est ce qu'on appelle le Delinquent Return Summation Procedure, et le deuxième programme est le Streamline. Avant, il y en avait un troisième qui a été supprimé. Donc, on va de plus en plus à la tendance à supprimer, à fermer la plupart des programmes auprès du fisc américain. Pourquoi? Je vous évoquais tout à l'heure, grâce à la FATCA, maintenant, le fisc américain, ils reçoivent de façon automatique les informations. Donc, pourquoi avoir des programmes où ils vont toucher moins de pénalités alors qu'à un moment donné, ils auront l'information des banques étrangères, donc ils pourront pratiquer le maximum de pénalités. Donc, on va vers une réduction de plus en plus des programmes. Donc, attention, soyez vigilants là-dessus, parce que ces programmes et l'administration fiscale américaine, l'IRS, a annoncé qu'ils ne seraient pas ouverts indéfiniment. Donc, le premier programme, qui est le Delinquent Return. Et dans le Delinquent Return, on va identifier 2 choses. La première partie, ça va être ce qu'on appelle toute la partie FATCA et impôt sur revenu. Parce qu'il faut savoir que le 8938, le formulaire FATCA, il est intégré dans sa déclaration d'impôt sur revenu. Il fait partie de la 1040. Alors que le formulaire FBAR, que j'évoquais tout à l'heure, le 114, est complètement séparé. C'est un département différent, il est séparé. Donc là, dans ces Delinquent Return, on vous dit qu'il faut faire 2 choses différentes. Un, le Delinquent Information Return Submission Procedure. Donc, on va corriger ces déclarations fiscales des 3 dernières années. On va rajouter des revenus s'il faut rajouter des revenus. Éventuellement, on paiera peut-être à un moment donné ou à un autre des pénalités et des intérêts de retard. Les intérêts de retard, c'est sûr. On va insérer tous les formulaires qui seront manquants, 8938, 8621, comme j'évoquais tout à l'heure, 8865, 5471, 3520. Mais depuis novembre 2009, c'est pour ça que je disais que les taux se resserraient. Avant, l'IRS disait, si vous n'avez quasiment pas omis de revenus, vous pouvez faire ce programme-là, vous nous mettez une cause, une reasonable cause statement, et on ne vous appliquera pas de pénalité. Maintenant, depuis novembre 2020, l'IRS a dit la chose suivante, on se réserve le droit de vous appliquer automatiquement des pénalités, de refuser tout de suite votre reasonable cause statement, même s'il est valable, et à vous de vous battre pour le justifier. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire que c'est là on va rentrer dans un risque de rentrer dans ce type de déclaration où on a un risque, le fisc vous challenge, refuse, vous charge des pénalités et vous allez devoir aller en cours, avoir des frais d'avocat, et ça va être long. Donc, pour faire ce programme-là, pour faire ce type de déclaration, si vraiment vous pensez que vous pouvez rentrer dans ce type de régularisation, celui-ci, il faut passer par un avocat. Moi, je ne prendrais pas le risque de le faire tout seul parce que le challenge, il est trop important et surtout depuis novembre 2020. C'est un programme qui est très, très compliqué depuis novembre 2020 parce que le fisc américain a bien dit on va vous challenger et on se réserve le droit. Et avant, ce n'était pas le cas. Donc, il faut faire très attention parce que les taux se resserrent. Donc, depuis novembre 2020, l'IRS va pouvoir vous appliquer automatiquement des pénalités, même si vous envoyez votre reasonable cause statement, votre explication. Le risque, les fiscs américains vous disent on n'est pas d'accord. Et là, vous rentrez dans une négociation et d'avoir un avocat pour voir combien ça va vous coûter, est-ce que ça vaut le coup par rapport à cela. Donc, attention. Ça, c'est pour la partie qu'on appelle Informational Return, 8938, 8621, 8865 et vos déclarations fiscales. Pour la partie, toujours dans le Delinquent Return, la partie FBAR. Pour entrer dans ce type de programme, qui s'appelle le Delinquent FBAR Submission Procedure, vous allez corriger ou refaire vos formulaires 114. La condition sine qua non pour faire ce programme, c'est de ne jamais avoir omis de déclarer des revenus afférents à ces comptes. Donc, si vous avez des intérêts sur ces comptes en banque, vous n'avez pas déclaré sur la déclaration d'impôt, on vous dira que ça ne marche pas, cette procédure-là. Parce que, bien évidemment, si votre motif est valable, l'IRS vous dira on ne vous applique pas de pénalité. Si en revanche, même si votre motif, à vos yeux, pourrait paraître valable, si vous avez oublié de déclarer les revenus sur ces formulaires-là, au moment où vous aviez touché ces revenus, je ne parle pas au moment de la régularisation,
Ben là, le fisc américain va vous tomber dessus et là, ce sera du willful. Hein, faites bien attention. Hein, là, le risque qu'on prend quand on fait ce type de programme, c'est que l'IRS, après, viennent vers vous et vous disent vous êtes willful et non pas non willful. Donc, on ne parle pas des mêmes pénalités, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là aussi, importance du reasonable cause statement et importance du rôle de l'avocat dans ces procédures-là. Maintenant, deuxième possibilité, c'est le streamline. Le streamline, c'est ce qui est le plus populaire actuellement. C'est un programme de l'IRS qui regroupe tout, à la fois les déclarations des comptes en banque à l'étranger et les déclarations des fameux formulaires d'impôt sur le revenu, hein, le formulaire FATCA, le formulaire 8865, 3520, 5471, 8621. Donc, c'est un programme de régularisation. Il marche même si vous avez omis de déclarer des revenus. En revanche, il faut être de bonne foi. Donc, il faut quand même faire une lettre explicative qui sera attachée, hein, un statement comme quoi vous êtes de bonne foi, qui sera attaché à la régularisation. Donc, on va régulariser tous les comptes financiers que vous avez, hein, que ce soit par l'intermédiaire de vos FBAR, du formulaire 114, ou par l'intermédiaire du formulaire 8938 et 8865 ou 5471, y compris le formulaire des donations. Donc là, vous allez tout refaire, mettre à jour votre déclaration fiscale auprès du fisc américain. C'est ouvert à toute personne de bonne foi, que ce soit une personne US citizen ou carte verte, comme je disais tout à l'heure, US personne, qui soit habite aux États-Unis, donc y compris les gens en visa, hein, soit qui n'habitent pas aux États-Unis, sachant que, bien évidemment, il faut, j'insiste bien toujours, hein, le concept de non-willful est très important, être de bonne foi, et que l'IRS n'ait pas entamé déjà un contrôle fiscal auprès de vous. Vous ne pouvez pas rentrer dès lors que vous avez reçu une notification de l'IRS, donc attention à cette partie-là. Et on a deux types de procédures pour le streamline. Un qu'on appelle le foreign et l'autre qu'on appelle le domestique. Le foreign, il est ouvert aux gens qui n'habitent pas aux États-Unis ou qui n'ont pas habité aux États-Unis au moins une année au cours des 3 dernières années. Donc là, on va distinguer deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est un US citizen ou carte verte qui, en fait, a habité au cours des 3 années pendant au moins 1 an. Il a passé, au cours de cette année, 330 jours en dehors du territoire américain. Ou alors, deuxième cas de figure, et ça, je ne l'ai pas mis dans ce slide-là, c'est une personne qui a un visa, qui vient d'arriver aux États-Unis et qui n'a pas déclaré justement comme il fallait les premières déclarations. Si au cours des 3 dernières années précédentes, il y avait une année où cette personne n'était pas résidente fiscale américaine, et là, le principe de résidence, c'est pour le substantial presence test, donc c'est la règle des 183 jours pour un visa, et bien cette personne peut faire un foreign programme. Et je vous parlerai de la grosse différence qu'il y a entre les deux. Si je ne peux pas faire ce programme-là, qui est le foreign, je fais le domestique. Donc, premier cas de figure, c'est pendant les 3 dernières années, j'ai au moins 1 an. Deuxième cas de figure, c'est si je n'ai pas 1 an au cours de ces 3 dernières années, je fais le programme classique. Le programme du foreign, en gros, je vais devoir faire dans le cas du streamline, reprendre mes 3 années de déclaration fiscale d'impôt sur revenu, y insérer mes formulaires qui manquent, 8865, 5471, 8938, refaire mes 6 années de déclaration de compte en banque, insérer une explication. Dans le cadre du foreign, le fisc américain dira 0 pénalité. Je ne paye rien, vous êtes à jour, vous êtes bon. Dans le cas du domestique, ce sera 5%. Et la façon dont on calcule les 5%, c'est qu'on va regarder au cours des 6 années, l'année où la valeur de vos actifs financiers était la plus haute. Et l'année où cette valeur était la plus haute, on va prendre ce montant-là et on va prendre 5%. Et ce sera la pénalité. Donc la pénalité, vous n'allez pas la payer chaque année 5%. On va prendre l'année qui était la plus haute au niveau de vos actifs financiers au cours des 6 dernières années. On va vous demander de payer 5%. Hein, c'est la pénalité qu'on paiera, mais c'est un programme qui est beaucoup plus simple en général à mettre en place que comment dirais-je, un programme classique qu'on a évoqué tout à l'heure du Dealing Point. Et là aussi, pour faire cette lettre, passer par des professionnels également, hein, un avocat ou passer par des professionnels. Pour conclure, je vous montre un court case qui date maintenant de quelques années, mais juste pour vous montrer, souvent, quand on parle des problématiques de pénalité, on pense souvent déjà, que les personnes âgées on va avoir une clémence envers ces personnes âgées. Et que deux, les gens qui se régularisent, on va les considérer de bonne foi. Là, dans ce cas-là, il y a un monsieur qui avait 87 ans, qui avait omis de déclarer ses comptes en banque, qui est à peu près d'1,5 million, qui a décidé en 2008 de lui-même se régulariser, sans passer par un programme. Il a fait ce qu'on appelle un quiet disclosure. Il a dit, bon, pas vu, pas pris, j'envoie mes formulaires comme ça au fisc américain, je fais mes formulaires, et puis voilà, c'est bon. Sauf qu'avant le délai de prescription, qui est 6 ans pour les FBAR, j'insiste bien, 6 ans pour les FBAR, le fisc est venu le voir, lui l'a redressé, l'a considéré comme étant willful, même si à la base, peut-être qu'il était de bonne foi,
Là, elle a dit, ben non, maintenant, pour nous, vous êtes de mauvaise foi parce que vous auriez dû venir dans un programme de régularisation de l'administration de l'IRS et ils lui ont mis 150% de pénalité. Hein, il y a plein d'autres cas comme ça, vous pouvez regarder, consulter. Donc, pour conclure, évitez de faire des déclarations rectificatives vous-même. Très franchement, hein, souvent, vous allez dire oui, mais il dit ça parce qu'il veut qu'on passe par lui. Franchement, il y a eu plein de cas, et je ne peux pas vous les citer, mais beaucoup de cas où l'administration fiscale américaine est venue contrôler des gens qui avaient fait des déclarations. Cet exemple-là, c'est un gros exemple, mais même des montants plus petits. Prenez pas le risque, surtout aujourd'hui. Maintenant, les échanges d'informations sont beaucoup plus fluides qu'avant. Hein, il y a 10 ans, c'était autre chose. C'était une autre époque, une autre chose. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout est informatisé. Il y a des échanges. Et bien évidemment, si l'IRS vient vous rattraper suite à vos déclarations silencieuses, vous avez des gros risques de pénalité. Alors, on vous dira souvent, oui, vous allez peut-être voir des gens qui n'ont jamais eu de problème. Mais pendant 6 ans, sachez que vous avez un risque. Donc, si vous envoyez demain une déclaration de vous-même, 6 ans, vous avez un risque. Et ce risque, pour moi, ça ne vaut pas la chandelle. Plutôt de payer 5%. C'est mon avis. Après, chacun aura un avis différent, mais passer par des professionnels, souvent c'est bien des avocats, notamment pour les règles d'écrire en fait les reasonable cause statements. Dites-vous bien que le willful, non-willful, le dire « je ne savais pas », il faut être costaud dans « je ne savais pas hein, ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « non, mais moi je ne savais pas ». Attendez, on peut savoir facilement aujourd'hui sur Internet. Si vous êtes un businessman, vous êtes quelqu'un d'éduqué, l'IRS va dire « pour nous, vous auriez dû le savoir ». Donc, faites attention là-dessus. C'est là où je vais conclure. On va commencer avec les questions, mais soyez très vigilants et très prudents sur cette partie-là. Merci beaucoup, Olivier. C'est extrêmement intéressant, très dense, et on a beaucoup de questions. On va les prendre, on va essayer de les faire un peu rapidement, rapid fire. On peut, je pense, arrêter de partager l'écran. Oui. La première question, Axel, par exemple, qui nous demande si nous possédons des parts de SCI en France qui sont démembrées, c'est-à-dire qu'ils n'en ont que la nue propriété et non l'usufruit, devons-nous remplir des formulaires ou uniquement le jour où la pleine propriété est acquise? Alors, devons-nous remplir des formulaires quand la propriété est acquise? Alors oui, quand on a une nue propriété, alors on a un droit financier. Il faut savoir, quand on a de la nue propriété, on a un droit financier. Donc, il va falloir le déclarer dans le formulaire 3520, quand je l'évoquais tout à l'heure, parce que vous avez touché une donation, on vous a donné un droit. Donc, si cette donation de nue propriété dépasse 100 000 $ au cours de l'année, il va falloir faire le formulaire 3520. Et deux, chaque année, même si il va falloir après regarder combien vous détenez, mais ce qu'il va falloir s'assurer, c'est que dans les statuts de la société, vous n'ayez aucun pouvoir et qu'on considère que vous n'êtes pas, entre guillemets, propriétaire des actions de cette société-là. C'est possible de le définir dans des statuts, mais si vous ne le faites pas, l'IRS peut vous considérer comme étant titulaire d'actions et donc avec le risque de devoir faire le fameux formulaire 8865. Mais si dans les statuts, vous définissez très bien, et ça c'est facile, c'est très faisable, que vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir, vous aurez pour le fisc américain un droit financier. Donc chaque année, il faudra quand même faire le formulaire FATCA, n'oubliez pas, parce que 8938, même si c'est la nue propriété, c'est un droit financier. Donc il faudra faire le formulaire 8938. Très bien. Une facile, même moi je pourrais répondre. En tant que citoyen américain, est-on résident fiscal à vie, même si on décide de retourner vivre définitivement en France? Ouais, bah là, tu connais la réponse. La réponse est oui, oui, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, mais comme j'évoquais tout à l'heure, c'est le principe de saving clause. Hein. Ça fait partie de la constitution entre guillemets américaine, hein, c'est-à-dire que peu importe où on habite, on est citoyen américain et résident fiscal, donc par conséquent à vie, sauf si vous abandonnez votre citoyenneté. Mais là, on a des problématiques après d'exit tax qui peuvent venir dans le champ d'application. Pascal, qui est arrivé en septembre 2020, dit « J'ai déclaré mes salaires, aurais-je dû aussi déclarer mes comptes? J'ai payé les impôts français sur ces sommes dans ma déclaration française 2020. » Alors, la réponse à Pascal, c'est que si Pascal, à la fin, ça dépend ce que Pascal a déposé comme déclaration fiscale. Si Pascal, entre guillemets, a fait les choses en disant « j'ai passé moins de 183 jours du coup en 2020 », donc si Pascal a fait une déclaration de non-résident, dans ce cadre-là, non, elle n'était pas assujettie puisqu'elle a fait moins de 183 jours, donc elle n'aurait pas dû déclarer ses comptes. En revanche, si Pascal a fait une déclaration de résident, peut-être à tort, hein, ou c'était son choix, dans ce cas-là, elle aurait dû déclarer ses comptes en banque détenus en France. Si ça dépasse 10 000 $, si la balance maximale de tous ces comptes dépasse 10 000 $. J'ai un appartement à Paris, dit un autre Pascal, mais je vis aux États-Unis. Dois-je le déclarer? Si oui, vais-je être pénalisé sur les années où je ne l'ai pas déclaré? Alors Pascal, ça dépend de deux choses. La première chose, ça dépend si cet appartement, vous le détenez en direct ou via une SCI. Si c'est via une SCI, là, c'est toutes les formalismes que j'évoquais tout à l'heure. Si c'est en direct, vous n'avez pas à faire de formulaire FBAR, FATCA et autres, puisque c'est de l'immobilier, ce n'est pas du financier.
En revanche, si vous touchez des revenus locatifs, par exemple, vous louez cet appartement, il faut le déclarer auprès du fisc américain et déclarer ses revenus. Alors, quand je dis fisc américain, aussi dans l'état de résidence où vous habitez. Donc, il faut déclarer auprès du fisc américain, payer un impôt sur ce revenu locatif, ce bénéfice. On va y retrancher, bien évidemment, l'impôt qui aura été payé en France. Laurent, qui est une question qui est revenue à plusieurs reprises, je crois, mais pour la SCI, quels membres de la famille sont considérés quels membres de la famille sont considérés pour être considérés comme contrôlés par la famille? Frères, sœurs et parents. Par exemple, cousin, cousine, ce n'est pas considéré en tant que tel, mais frères, sœurs, parents. Marié, dit Sylvie, marié sous le régime de la séparation de biens, est-on considéré par les USA pour les plafonds comme couple ou célibataire? Alors, il faut savoir que c'est marié, séparation de biens, c'est un droit juridique, matrimonial. Vous avez le droit, il n'y a rien qui vous empêche de faire une déclaration commune de revenus. Il faudra bien, par contre, dans la déclaration que vous allez faire, dire qu'est-ce qui revient, ce qu'on appelle au taxpayer, qu'est-ce qui revient au spouse, qu'est-ce qui revient en joint. Donc ça, vous pouvez bien l'identifier dans votre déclaration fiscale, au cas où, si un jour il y a un litige. Mais en revanche, le choix fiscal de déposer une déclaration conjointe, même si vous avez un statut marital de séparation de biens, est indépendant. Donc, c'est votre choix à vous de faire une déclaration commune ou séparée, peu importe le régime matrimonial que vous avez choisi de votre côté. Très bien. Quelqu'un nous demande, j'ai acheté un appartement en France en faisant un prêt en France. J'ai déclaré mes loyers en France et aux USA. Dois-je déclarer mon prêt sur un 8938? C'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Oui. Doit-on déclarer les prêts immobiliers F-bar 8938? Oui. Alors, le prêt, c'est plus un actif, c'est un endettement, hein, c'est autre chose. Donc là, tout à l'heure, quand moi j'évoquais un prêt, c'est l'argent que, par exemple, moi je prêtais à quelqu'un. L'argent que moi j'emprunte, c'est une dette, donc ce n'est pas dans un actif financier, je n'ai pas à le faire. Hein. En revanche, attention, si un jour vous liquidez ce prêt, vous pouvez avoir des plus-values de change à la liquidation du prêt. C'est-à-dire que si le taux de change a baissé entre-temps, le fisc américain va considérer que vous avez réalisé un profit de change, donc potentiellement une taxation au moment de la liquidation de ce prêt. Sarah qui nous demande une donation succession de plus de 100 000 $. Est-ce que cela inclut aussi les donations d'actifs immobiliers ou uniquement les donations en numéraire? C'est tout type de donation, immobilier, numéraire. Tout à l'heure, on évoquait la nue propriété également, on fait partie puisque c'est un droit. Donc, tout type de donation rentre dans cette catégorie, oui, absolument. Donc, immobilier, oui. Alors, une question qui a été un peu adoptée, qui est un peu hors sujet, mais qui, je pense, est intéressante. Marie demande quelles sont les lois dans l'autre sens, et tu y as répondu un peu, hein, soit pour un double citoyen, américain-français, qui retourne en France pour la retraite. Est-ce qu'il faut déclarer en France les comptes actifs ainsi que les 401k, IRA, Roth, IRA, etc. Alors, pour la partie compliance, comme on dit, quand on est résident fiscal français, oui, il faut déclarer les comptes en banque qu'on détient à l'étranger. Et là, je crois qu'il n'y a même pas de limite en plus, il me semble, ou peut-être 1 000 €, je ne sais plus, mais je crois qu'il n'y a même pas de limite. Donc, on doit déclarer, oui, sur un formulaire spécial, annexé à sa déclaration française, les comptes en banque qu'on détient à l'étranger, donc tous les comptes financiers. Et si, bien évidemment, il y a une distribution de 401k ou autre, là, on a des conventions fiscales où il faudra remonter quand même le revenu, mais on n'aura pas une double taxation en France. Je vais donner la parole à Denis. Est-ce que Denis nous entend? Oui, bonjour à tous. Merci pour ces informations vraiment très intéressantes. Devant le côté vraiment très dissuasif de l'IRS, et si on a beaucoup de pénalités qui datent depuis pas mal d'années, est-ce que dans le cas d'une personne qui a la double nationalité, c'est pas le fait de rendre sa nationalité américaine, c'est pas un moyen d'échapper aux procédures? Alors, c'est une bonne question, Denis. Alors, la problématique qui va se poser, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le fisc américain, quand on rend son passeport américain, on est assujetti à ce qu'on appelle l'exit tax. Et donc, pour que votre citoyenneté, l'abandon de votre citoyenneté soit acté d'un point de vue fiscal aux États-Unis, il faut faire l'exit tax. Et pour que l'exit tax soit approuvé, il faut certifier et il faut effectuer, vous faites une certification sur l'honneur que vos déclarations sont à jour. Si elles ne le sont pas, et que par exemple, un jour, la Banque française divulgue à l'administration américaine que vous aviez un compte en banque, pour le fisc américain, c'est comme si vous étiez toujours résident fiscal américain. Donc, même vous pouvez vous retrouver dans une situation où, même en ayant rendu le passeport américain, pour le fisc américain, tant que vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales, vous resterez résident fiscal américain avec toutes les pénalités et les possibilités que ça induit. Donc, c'est une très bonne question, Denis, parce que c'est vrai que c'est souvent la terminologie que certaines personnes se disent. Et on dit souvent, malheureusement, pour faire le passeport américain,
il vaut mieux être à jour de ses obligations fiscales. Alors souvent, on donne le cas en France, par exemple, des Américains accidentels. Alors moi, je dis souvent les Américains accidentels, c'est un faux problème parce que je viens de vous montrer qu'un Américain qui passait en moyenne, au moins sur une année, au cours des 3 dernières années, plus de 330 jours en dehors des États-Unis, pouvait, se régulariser auprès du fisc américain en payant 0 pénalité. Et après, il peut rendre son passeport américain, sans plus être assujetti à l'exit tax s'il est depuis la naissance américain et qu'en fait, il n'a jamais habité aux États-Unis. Donc, souvent, les Américains accidentels, on en a beaucoup entendu parler en France, mais en fait, pour moi, c'est un faux débat parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes qui permettent de se régulariser et même de rendre son passeport sans avoir d'implication fiscale. Mais en revanche, par rapport à votre question, si c'est une personne qui a le passeport américain et qui veut rentrer vivre en France, soit elle attend et elle se régularise une fois qu'elle sera plus résidente, elle attend quelques années, 2-3 ans, elle continue à faire ses déclarations. Mais si elle le rend en étant, entre guillemets, en infraction, c'est pas bon parce que le problématique, c'est que là, vous aurez du willful en cas de contrôle. Et pour le fisc américain, même si pour l'immigration américaine, vous n'êtes plus américain, pour le fisc américain, vous resterez redevable des obligations fiscales tant que vous n'êtes pas, tant que votre exit tax n'est pas clear, en fait. Merci. Sauf si la personne décide de ne plus retourner jamais aux États-Unis. Elle dit, bon, écoutez, comme dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, une personne qui dit, bon, ben, moi, j'ai mon passeport, mais maintenant, je ne vais vivre qu'en France. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il est hors la loi vis-à-vis de l'IRS, mais je pense que l'IRS ne peut pas venir saisir des biens sur le territoire français. Il ne faut pas que cette même personne ait des enfants qui soient américains. Ouais. Parce que là, on a une autre chose qui se dit, c'est que sur toutes les donations futures de succession que nous percevrons de donations des enfants américains, le fisc américain est en droit de prendre 40% à l'impôt sur les donations de succession qu'ils percevront de ce qu'on appelle un covered expatriate, une personne qui aura rendu son passeport. Il faut faire attention à ça aussi. Merci Denis. On va continuer. Alors, on a beaucoup de questions justement sur les régularisations. J'ai peur qu'on ait déclenché beaucoup de délinquants, découvert délinquants à cause de cette réunion. Si on a un compte avec 60 000 € d'assurance vie en France, vieux de plus de 10 ans, qu'on veut fermer, mais il n'a pas été à ce jour déclaré, est-ce que j'encours une peine, une sanction quelconque, ou est-ce que je peux le clore et régulariser en même temps en payant des pénalités? Oui, vous pouvez en fait faire la procédure de régularisation, comme je vous évoquais, les 5%. Là où il faut être très prudent dans votre cas, c'est que j'évoquais tout à l'heure, dans le cas de la FATCA, la banque n'a pas l'obligation de divulguer de façon automatique au fisc américain dans le cas des assurances vie. En revanche, si demain vous clôturez votre assurance vie, l'argent va aller sur un compte en banque qui est placé auprès d'une banque française. Et là, par contre, vous allez rentrer dans les problématiques de FATCA. Donc, la banque devra divulguer l'information au fisc américain. Donc, il ne va pas falloir traîner pour vous régulariser, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, pour rentrer dans le programme de l'IRS, notamment Streamline, il ne faut pas qu'il y ait de contrôles fiscaux qui aient été enclenchés. Donc, la réponse est oui, vous pouvez déjà clôturer, mais commencez à faire les démarches de régularisation pour payer les 5% de pénalité, pour ne pas trop traîner non plus, parce que dès lors que l'argent va être transféré sur un compte en banque courant que vous avez en France, ben là, la banque elle va être assujettie aux règles de FATCA, elle aura l'obligation, alors c'est l'année qui suit, de divulguer au fisc américain. Elle ne va pas le dire tout de suite, c'est à la fin de l'année calendaire et c'est dans l'année qui suit. Donc, vous aurez quand même le temps de le faire, mais ne perdez pas de temps, n'attendez pas trop non plus. Une autre question sur le timing. Est-ce possible, alors Laurent, pardon, oui, puisque avec des revenus américains démarrant seulement en janvier 2021, il est arrivé aux États-Unis en décembre 2020 et avec des revenus qui n'ont démarré aux États-Unis qu'en janvier 2021. Est-ce qu'il doit compléter un FBAR ou un IRS 8938 pour 2020 ou seulement pour cette année en cours? Ce sera, en fait, dans votre cas, vous êtes non résident fiscal américain. Donc, pas de problématique de FBAR sur 2020. Ce sera à partir de 2021. C'est à partir du moment où vous allez déposer une déclaration de résident fiscal américain. Donc, pour vous, il n'y a pas de problème. Denis nous dit qu'il n'a rien en France en ce moment, mais qu'il va toucher un héritage de moins de 100 000, mais de plus de 10 000 cette année ou l'année suivante. Quelles sont mes obligations et quand commencent-elles? Alors, en fait, ça va être assez simple. Du côté de la donation reçue, il n'y aura pas d'obligation fiscale de 35,20 puisqu'on sera en dessous de 100 000 $. Donc, aucun problème, pas besoin de le déclarer. Après, juste faites attention par rapport au compte en banque. C'est-à-dire que si le fait de toucher de cette donation, ça vous fait passer au-dessus des 10 000 $ pour déclarer des comptes en banque à l'étranger, là, il faudra le déclarer. Et bien évidemment, ce sera l'année qui suit. C'est-à-dire que si vous touchez en 2021 cet argent, vous devrez faire vos formulaires FBAR en 2022. Alors, beaucoup de questions, je vais essayer de les résumer sur des gens qui essaient de s'en tirer en disant est-ce que tel type de compte, tel type de compte, tel type de compte permet de ne pas le déclarer et donc livret A, plan épargne logement.
Voilà. Dans quelles conditions peut-on envisager des comptes ou des produits qui n'auraient pas à être déclarés? Alors, la problématique, c'est qu'encore une fois, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a l'obligation des banques d'un côté et nos obligations à nous de l'autre. L'obligation des banques, la plupart des livrets ou des plans d'épargne, les banques n'ont pas à le déclarer au fisc américain. En revanche, nous, on a toujours cette obligation malheureusement. C'est-à-dire que notre obligation à nous, c'est de déclarer tous les actifs financiers sans exception. Et donc, ces comptes de livret, on doit continuer à les déclarer. Donc, si vous êtes dans un schéma où vous ne le déclarez pas, peut-être que là, avec la banque, il y a peu de chances que la banque envoie cette information au fisc américain, quoique certains le font quand même, donc attention. Et le problématique, c'est que le jour où vous allez liquider tout ça, si un jour vous avez besoin de cet argent et qu'il faut que ça transite dans votre compte courant, là, vous aurez un problème. Et ce jour-là, peut-être qu'on n'aura plus le streamline, les 5% de pénalité, et là, ce sera les pénalités maximales. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Juste une dernière question, puisqu'on a atteint l'heure et qu'il est l'heure d'aller déjeuner pour tout le monde, enfin, pour ceux qui sont sur la côte Est. Je fais mon FBAR, dit Sylvie, mais ma banque française se refuse à me donner la valeur maximale de mon portefeuille. Elle ne m'a donné que la valeur de mon portefeuille au 31 décembre 2020. Que faire? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Dans la plupart des cas, autant dans le cadre des comptes courants classiques, on peut tracer la valeur, la hausse à la baisse, autant c'est sûr dans un compte de portefeuille titre, c'est très compliqué. Donc, à partir du moment où vous avez fait la demande, même si un jour vous avez un contrôle du fisc américain, vous n'aurez jamais de problème parce que vous avez fait les démarches de demande, on vous a envoyé ces informations-là, donc ça suffira. Donc ça, là-dessus, vous inquiétez pas. Très bien, excellent. Sauf si, par exemple, j'ai une bêtise, hein, sauf si dans ce portefeuille-là, au 31 décembre de l'année d'avant, vous avez 1,5 million et au 31 décembre 2021, vous avez 500 000 parce que vous avez vendu pour 1 million. Là, vous savez que vous êtes quand même au-dessus, donc il vaut mieux remettre la valeur de l'année d'avant par défaut, en fait. Très bien, mais merci beaucoup. Alors, désolé pour tous ceux à qui on n'a pas pu répondre. Hein. Évidemment, il y a énormément de questions. Vous étiez très nombreux à être inscrits. Vous allez tous recevoir, si vous étiez inscrits à ce webinaire, vous allez recevoir les éléments pour pouvoir contacter Olivier avec un email. Vous allez recevoir aussi la présentation. Vous pourrez revoir et passer en boucle ce webinaire autant que vous voulez. Il sera disponible sur Facebook, sur YouTube. Et encore une fois, vous le recevrez par email. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Merci surtout, Olivier, d'avoir passé cette heure à nous éclairer ou à nous inquiéter, visiblement aussi, pour certains d'entre nous. À très bientôt. À bientôt. Merci, Emmanuel. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.